Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast des prédictions pour Survivor Series. Mon nom est Mike et je suis en compagnie de Monsieur Chou. Ça va bien cette semaine? Ça va bien, ça va bien. Je sais pas pour toi, mais moi en termes de pay-per-view, Survivor Series, c'est un de mes préférés pour son type de combo. Ben, c'est l'un des 4 plus gros pay-per-view de l'année. Généralement, c'est censé être même le troisième. Le Royal Rumble, enfin WrestleMania, Royal Rumble, Survivor Series, tu remets SummerSlam, donc c'est l'un des 4 plus gros. Mais une chose qui me déçoit un peu, c'est qu'on dirait que la traduction se perd au fil du temps. Je sais pas si tu sais qu'est-ce que je veux dire. Oui, ben déjà, t'as le match, le combat éliminatoire. Normalement, c'est censé être comment dire, La la- priorité. voilà, oui, c'est censé être la pièce maîtresse du show, entre guillemets. Et Tandis que depuis les dernières années, c'est déjà arrivé qu'il n'y avait aucun combat éliminatoire à l'événement. Et présentement, au moment d'enregistrer, il y a seulement 2 combats de type éliminatoire sur Survivor Series de prévu. ouais, ouais, c'est un peu dommage tout ça. Puis surtout que c'est pas des grosses affiches. Non, mais moi aussi, je sais pas pour toi, mais moi, un pay-per-view Survivor Series, sans combat Survivor Series ou presque pas, ce serait un peu comme un Royal Rumble sans le combat du Royal Rumble. Ouais, c'est la même chose. Ou un l'innocel sans le l'innocel, ça veut Oui, rien dire. oui, exactement. Donc, j'espère qu'il va y avoir des combats de ce type-là qui vont se rajouter d'ici dimanche, parce que présentement, nous, on enregistre un mercredi. Donc, il y a encore le temps, surtout qu'il y a juste 5 combats présentement de confirmés. Ouais. Avec le kick-off, ça fait 6 je crois, non? C'est pas Oui, ça? Ou alors oui il y en a. en incluant le kick-off, ça en ferait 6. Mais pour le Voilà. pay-per-view actuel, on en a seulement 5 présentement. Ouais, ouais. Surtout que, bah, on va en parler après, mais les combats éliminatoires, c'est pas ce qui va prendre le plus de temps dans le pay-per-view. Donc tu peux pas baser une carte uniquement sur ces 5 combats. Mais en même temps, des combats de ce type-là, ça peut durer quand même assez longtemps si c'est bien fait. Ouais, mais quand tu vois les équipes qui participent, je vois pas ça comme un combat qui va durer plus de 20 minutes, quoi. Non, ben, surtout le combat des divas, non, je penserais pas. Ouais, ouais, effectivement. Donc, on pourrait commencer tout de suite avec le kick-off, avec Allez. Kofi Kingston qui va se tenter de se venger du Miz qui lui a tourné le dos lundi dernier. Ouais, enfin, Hmm. le Miz, il revient dans son rôle de prédilection, quelque Mais part. je sais pas pour toi, mais moi ça me surprend un peu parce que la WWE a l'habitude, quand un film va sortir d'un lutteur, de le mettre souvent dans le cadre des bons, tandis que là, il va faire un heel turn à peine 2 ou 3 semaines avant que son film soit diffusé. Ah, le problème, c'est que le Miz, il est très mauvais en tant que face. Vraiment, j'arrive même pas à comprendre pourquoi tu le mets en tant que face. C'est quelqu'un, généralement, que les gens viennent pour comment dire, pour le détester. Oui, ben exactement, c'est comme pour moi, le Rock, lorsqu'il est un babyface, j'ai beaucoup de mal à l'accepter en tant que tel parce que je trouve qu'il est très très bon en tant que heel, mais ça fait quoi, environ 10 ans qu'on n'a pas eu la chance de le voir comme ça. Ouais. Bon, enfin, là, pour le Miz, pour le coup, je suis même surpris qu'ils ont fait un face turn aussi, comment dire, qu'il soit passé aussi inaperçu, parce qu'au final, il était pas là pendant un certain moment, il est revenu en tant que face. Puis au final, il a fait quoi? On l'a pas vu énormément. Si dans les Hmm. pré-shows, On le fait où dans les kick-offs, majoritairement dans ces Miss TV. ouais, et encore, c'est pas Non. pareil. Moi, ça me fait penser Miss TV au Highlight Reel de Jericho, mais sans Jericho, tu vois. Tu reprends le même concept, mais pas avec le même talent. Donc ça me gêne un petit peu. Mais en y repensant, la plupart des émissions comme ça, ben, ou plutôt les petites séquences de talk show, c'était surtout avec des heels. T'avais le Ben Heartbreak oui, Hotel avec Shawn Michaels. T'avais le Piper Spit avec Piper Roddy Speed, voilà. Piper. Le Barber Shop, ça c'était peut-être une des exceptions avec Brutus Brutus Beefcake. Barda. Le Flower Shop avec Adrian Adonis, lui aussi était heel. C'était comment que ça s'appelait, Jay Euh, Lawler? C'était King Ka. je, je sais plus, t'avais aussi un truc avec Edge aussi, je crois. Je sais plus comment Edge, ça s'appelait. Ah, oh, zut! je m'en Bon, c'est rappelle pas pas non grave. plus. C'est pas Mais grave. le point, c'est que justement, la majorité du temps, c'est un heel qui anime ça, c'est pas le babyface. Bah ouais, Mhm. comme quoi, il peut y avoir des exceptions qui parfois tu t'arrives pas à les comprendre. Bon, enfin.
Donc, est-ce que tu penses que le Miz va pouvoir continuer sur sa lancée de heel en accumulant une victoire au moins, ou il va continuer sa série de défaites pendant les kickoffs? Ben, là, c'est un peu délicat parce que généralement, c'est pas pour être méchant, mais Kofi Kingston, normalement, il est censé être, selon moi, dans l'entrée de carte d'un pay-per-view. Il est pas censé faire le pré-show. Non, parce que justement, un début de carte, comme tu dis, c'est fait pour réveiller la foule puis les mettre dans l'ambiance. Puis ça, Kofi Voilà. Kingston est capable de le faire à la perfection. Oui, et surtout, il est quand même assez populaire auprès des jeunes. Donc, c'est quand même quelqu'un qui vend un petit peu de merchandising. Donc, généralement, tu le mets quand même dans la carte. Tu lui trouves une place. Donc, déjà, ça me dérange un peu de le voir là. Je me demande s'ils l'ont pas placé dans le kick-off justement par son talent pour que les fans qui n'étaient pas encore certains s'ils voulaient commander ou pas le pay-per-view se disent ah, le combat gratuit était bon, donc le reste de la carte va sûrement être encore meilleur, donc je vais l'acheter. J'en suis pas sûr, j'en suis pas certain. Ça me paraît, comment dire, un peu léger, surtout par les temps actuels où un pay-per-view tu le payes. C'est combien déjà que ça coûte Pour Survivor Series, je pense que ça va être aux alentours de 50$. Ah voilà, 50$. Donc chez nous, ça fait un bon 45€. Oui, environ. 45. Ah non, c'est totalement abusé. Par les temps qui courent. Puis, sans oublier que le 50$, c'est sans calculer le 15% de taxes par-dessus. Ouais, d'accord, ok. Donc, non, quand on y pense, c'est quand même très cher, je trouve, pour pay-per-view. Ben, surtout pour un truc qui va durer 3 heures. Donc, moi, je trouve ça vraiment, vraiment léger. Enfin, parenthèse passée, à mon avis, ils n'ont pas fait un heel turn au hasard pour le Miz. Donc, je pense que c'est le Miz qui va gagner. Moi, je dois t'avouer que j'hésite encore. D'un côté, je me dis que si Kofi pourrait réussir à se venger quand le Miz va essayer de tricher, ça pourrait être une raison pour continuer le tout encore un moment. De l'autre, vu qu'il vient de faire un heel turn, le Miz, je le vois mal déjà perdre, mais moi, je vais y aller avec Kofi. Ok. Un coup de tête à la dernière seconde, je vais essayer Kofi. Ça fait un partout. Ouais. Donc, le premier combat qu'on va parler du pay-per-view, ça va être le combat éliminatoire Total Diva contre non-Total Diva. Bon, c'est généralement, c'est au milieu de carte, c'est la pause pour aller aux toilettes. Donc, je vais juste résumer les participants rapidement. On a dans l'équipe Total Diva Natalia, Brie et Nikki Bella, Naomi, Cameron, Jojo et Eva Marie. Contre l'équipe non-Total Diva qui va être constituée de AJ Lee, Caitlyn, Tamina Snuka, Rosa Mendes, Alicia Fox, Summeray et Aksana. Déjà, quand tu disais les noms, je bâillais. Déjà, c'est pour dire à quel point c'est. Ouais, c'est super. Tu mets un combat Survivor Series, un combat éliminatoire, et tu oses booker. En faisant un crossover avec leur émission de télé-réalité. Et pourquoi pas faire un crossover avec, je sais pas, combat éliminatoire Survivor Series et je sais pas si ça existe encore, l'émission de Jeopardy, tu vois, ou une émission de jeu télé. non mais c'est vrai, quitte à avoir des idées débiles, autant me demander, j'en ai tout un paquet. Déjà, on a, dans l'équipe des Total Diva, on a déjà Jojo et Eva Marie. Sont débutants. Déjà, on peut dire qu'ils vont probablement dans les premières éliminés. Donc déjà, on passe à un combat 5 contre 7. Naomi et Cameron, on les voit pratiquement lutter. Donc, déjà, on est rendu à 3 contre 7. Et j'ai une petite question. Oui. AJ et Caitlyn, elles sont encore ennemies ou c'est juste comme ça, on les met dans la même équipe et puis on s'en fout? Mais c'est plus une sorte de ralliement entre les divas qui n'apparaissent pas dans l'émission Total Diva contre celles qui sont dans l'émission. D'accord. C'est comme un peu... nous, on est des vraies lutteuses, on passe pas notre temps à faire de la fausse télé-réalité contre celles qui se montrent à la télévision, dans une autre émission, qui défendent... D'accord. Et Tamina Snuka, elle est toujours garde du corps d'AJ, non? Oui, exactement. Ok. C'était juste pour savoir. Autre commentaire, Rosa Mendes, c'est la première fois qu'on la revoit depuis WrestleMania. Depuis l'incident sur le tour, sur la tournée en Angleterre. On l'avait pas revu une fois, il y a peut-être un mois ou deux, je me souviens plus, t'es aux côtés de qui, mais... J'ai un doute.
J'ai un doute. C'était quoi? C'était pas avec le Miz quand il imitait Fandango? Je sais pas. Je C'était sais un pas. soir Mais seulement. enfin, quoi penser de ce match? Allez, on va espérer une victoire de l'équipe non Total Diva, parce que ça, comme ça au moins. Allez, c'est mon pronostic et je m'en débarrasse parce que c'est une épine dans le pied ce match. Mais j'espérais la même chose personnellement. C'était pour elle que je prenais, puis je verrais probablement AJ Lee, Tamina Snuka et Summer Rae comme survivantes. Ouais, à voir. Tu veux pas nommer tes prédictions de survivants? Honnêtement, non. Là, pour Non? ce match-là, non. Non. Ok, donc Ça, peut-être... ça oui? aurait été un match plus alléchant. Enfin, attention, ça reste de la belle gonzesse. Hein. Je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ça aurait été une affiche plus intéressante du point de vue de la lutte, peut-être. Mais là, bon, c'est un peu comme être juge à un concours de gros seins, quoi. Mais si Je vois pas trop l'intérêt, quoi. Je suis désolé, mais. si tu veux trouver un point positif, au moins ces divas-là, ils sont quand même un peu plus actifs que ce qu'on avait il y a 10 ou 15 ans. C'est moins de Ben, tirage de cheveux puis de griffage. heureusement, parce que si t'aurais booké ce genre de match il y a 15 ans, je crois que les fruits et les légumes, je crois qu'il aurait fallu fouiller les gens à l'entrée pour pas qu'ils envoient ça sur le ring. Ben, je vais quand même garder un espoir en repensant au combat qu'on avait eu en 1995. Ouais, à C'était, voir. ben, je sais pas si tu t'en souviens, là, il y avait un combat éliminatoire de lutteuses. Pas vraiment. Non, il y avait eu Bertha Faye avec trois japonaises contre Alandra Blaze et trois autres japonaises. Là, je me souviens pas de leur nom exactement, mais Eh ben attends, je suis en train de regarder ça. Alors, la carte, où est-elle? Ah oui, exactement, ouais. D'accord. il y avait Aja Kong, il y avait, Bertha Faye, t'avais dit. oui, il y avait Tomoko Bertha Faye, Watanabe. Lioness Asuka aussi. T'avais quoi? Lundra Blaze de l'autre côté. Kyoko Inoue. Saki. Saki Hasegawa, puis Et Saparita Asari. ouais. Je me souviens plus du tout de ce match, c'est pour dire. Et je me souviens du combat Bret Hart d'Isol, mais c'est tout ce que je me souviens. Mhm. Ouais. C'est même hallucinant que je me souvienne pas du reste. Surtout qu'il y avait un combat éliminatoire assez intéressant. Bon, enfin, ça c'était pour la parenthèse. Oui, la wildcard, probablement, tu prends. Si je me souviens de ce match, t'avais Mr. Fuji et Jim Cornette Oui, à c'était essayer en direct. Quoi. Shawn Michaels, Ahmed Johnson, British Bulldog et Et, Sakosid contre et, Yokozuna, Owen Hart, Razor Ramon et Dean Douglas. et de mémoire, Cornette, il était dans les deux équipes. Oui, C'est ben pas ça? c'était, oui, ben le problème c'était justement que il avait mis Razor Ramon avec ses ennemis et de l'autre côté il y avait British Bulldog et Sakosid avec leurs ennemis. Ok, donc c'est bien ça. Mais je me souvenais plus du match avec les, entre guillemets, pas les divas, les lutteuses. Allez. Ouais, exactement. Peut-être à revoir. Ouais. Donc, pour continuer dans le thème des Survivor Series, il y avait un autre combat éliminatoire entre les Usos, Jimmy et Jay, Cody Rhodes, Goldust et Rey Mysterio qui vient de faire son retour, contre le Shield, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns qui vont faire équipe avec les Real américaines Jack Swagger et Antonio Cesaro. Alors, de toi à moi, cette équipe Real Americans, elle me plaît bien. Moi aussi. Je pense, Cesaro, à mon avis, je pense que d'ici quelques temps, il devrait peut-être lui donner une chance en solo. Parce que c'est comme ça que je le vois. Ben, éventuellement, il devrait avoir une bonne carrière solo, mais pour tout de suite, je sais pas si ça serait pas une meilleure idée de le garder en équipe pour renforcer la division. Ouais, faut voir, faut voir. En même temps, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'équipes actuellement. D'après Faut les voir. rumeurs, 2014, ça va être une année très forte pour la division par équipe. D'accord. Faut espérer parce que c'est une division qui, au fil du temps, ne veut plus vraiment rien dire et c'est malheureux. Oui, c'est un art qui se perd. Si tu repenses à la fin des années 80, il y avait un grand nombre d'équipes. Il y avait peut-être 10 ou 12 équipes, si c'est pas plus. Puis c'était très intéressant, même si tu repenses au premier Survivor Series, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait des combats à 20 lutteurs C'était juste des équipes qui avaient, c'était pas des lutteurs solo qui se mettaient en équipe pour les Survivor Series, c'était un gros combat par équipe. Ouais, ça c'était pas mal aussi. Mais j'espère vraiment qu'ils vont refaire quelque chose parce que là, il reste quoi? Il reste une, deux, trois, quatre équipes. C'est tout ce qui reste. Ben, il y a les Usos, il y avait Cody Rhodes et Goldust, les Real américaines,
On Le peut Shield. compter le Shield, il y avait Los Matadores, c'est Los pas ça Matadores. Est-ce qu'on peut encore compter Unico et Camacho? On vient de les revoir vendredi dernier. ah, Attends, excuse-moi parce que j'ai eu un message en même temps et j'ai perdu le fil. Tu disais, excuse-moi. Unico et Camacho, ils viennent de revenir vendredi dernier. On pourrait peut-être les ajouter aussi dans la liste des équipes. Ouais, éventuellement. Mais avant, tu avais quand même, je pense, beaucoup plus d'équipes, même si on les voyait beaucoup moins souvent. Donc c'est quand même assez paradoxal. Tu parlais dans le passé comme la fin des années 80, début 90. Ben ouais. Ben, c'est vrai, si tu repenses, on avait les Rockers, Demolition, Power of Pain, on avait les Orient Express, il y avait les Rougeaux, il y avait Ah Les Road Warriors aussi, t'avais quoi les d'autre? Legion of Doom, Typhoon et... Ah Zut Natural Disaster. Voilà, Natural Disaster. Les Bushwhackers, t'avais les aussi, t'avais quoi? Bushwhackers. Enfin, on va pas faire la liste, mais c'est vrai que... Oui, la division par équipe était très très forte dans ces années-là. Ce serait intéressant de revoir ça aujourd'hui. L'Art Foundation. Ouais, t'avais quoi d'autre? Les Killer Bees. Je pense qu'on peut encore trouver au moins 4 ou 5. Mais enfin, on va pas non plus, se creuser la théière parce que... Donc, pour revenir au présent combat, est-ce que tu vois une équipe qui a plus de chances que l'autre? Au niveau du nombre, je dirais bien le Shield. Tu les verrais comme eux, comme survivants? Allez, moi je verrais bien en survivant, tu vois, Seth Rollins et Dean Ambrose et il resterait Cesaro de l'équipe Real Americans et de l'autre côté les frangins Rhodes, donc Cody et Goldust et Rey Mysterio. Parce que comme Rey Mysterio, il vient de faire son retour, il y a quand même des chances qu'on le voit parmi les derniers, voir si c'est pas le dernier de son équipe. Donc tu verrais Rey Mysterio gagner pour son équipe? Ouais, moi c'est comme ça que je le vois. Mais de l'autre côté, je serais pas étonné que... Comment dire que ce soit le Shield, enfin que ce soit un des membres du Shield qui remporte la victoire. Peut-être Dean Ambrose en ce moment, même d'ailleurs le Shield n'a plus de ceinture actuellement, hein, si je dis pas de bêtises. Dean Ambrose était plus le champion. Je pense que oui. Ouais, donc je m'étonnerais pas, tu vois, que ce soit Dean Ambrose qui... Allez, Rey Mysterio et Dean Ambrose comme les deux derniers de leur équipe respective. Okay, mais victoire de l'équipe de Mysterio. Ok, moi je verrais remporter probablement, on va dire Roman Reigns et Jack Swagger comme dernier survivant. Ok. Donc ensuite, on aurait le combat par équipe entre CM Punk et Daniel Bryan contre Luke Harper et Eric Rowan de la Wyatt Family. Alors, petit commentaire, visiblement, ils ont été déçus par les taux d'achat des 3 derniers pay-per-view. Donc, Daniel Bryan, ils se sont dit finalement, on va rien pouvoir en faire. Mais pour pas se mettre une bonne partie de ceux qui continuent à acheter notre produit à dos, eh ben, on va le mettre dans un match au pif. Et moi, c'est un peu le sentiment que j'ai sur cette rivalité avec la Wyatt Family. Mais enfin. Non, mais c'est vrai que ça semble sortir un peu de nulle part aussi. C'est malheureux, mais quelque part, il fallait s'en douter, on va dire. Mais je sais pas si la WWE a bien fait parce que Daniel Bryan, il faisait quand même très bien réagir la foule. On entendait crier les yes. Il était populaire, mais on dirait que c'est plus parce que il rentre pas dans le moule des gros gars musclés. Non, je pense que c'est vraiment encore une fois... Enfin, il faut aussi voir les choses de deux façons. C'est le côté nous des fans, ce qu'on aimerait voir, et de l'autre côté, ils voient, comment dire, au niveau du taux d'achat des pay-per-view, ils voient ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et même si ça nous fait chier de l'admettre, il faut quand même admettre que ça fonctionne pas tant que ça. Sinon, t'aurais beaucoup plus de gens qui achèteraient le pay-per-view. Donc, pour le moment, Daniel Bryan, on peut pas considérer ça comme étant un gros nom. Même si ça reste un très bon lutteur, ça. Oui, ça, on peut pas lui enlever ça, mais c'est vrai, il faut que je l'accorde, même si je suis fan de Daniel Bryan, qu'on peut pas dire qu'il est reconnu par le public
Ou public général, je peux dire, comme on pourrait le faire pour le Rock ou Steve Austin ou les Hulk Hogan, Ric Flair. Enfin, ça en même temps, c'était une autre époque. Je pense qu'on peut pas vraiment comparer. C'est comme si tu compares les Beatles à un groupe de chevelus maintenant qui font plus ou moins la même chose. Tu peux pas comparer ça. Ben, donc, on pourrait nommer tout simplement John Cena, qui est quand même connu du public extérieur, même pour ceux qui n'écoutent pas la Ouais, lutte. Ou... mais enfin John Cena, ça fait 10-12 ans qu'il est au sommet aussi. Oui, c'est ça, mais je veux dire, pour en faire un gros nom comme ça, qui serait une vedette mondiale, Faut dire aussi, c'est que le gros handicap de Daniel Bryan, c'est qu'ils l'ont fait commencer avec des gimmicks totalement pourris. Cena, d'entrée, il a eu sa gimmick de rappeur du Bronx, comme j'appelle, et après la gimmick Superman. Et t'as rien, non mais c'est vrai, et t'as rien vraiment qui peut venir de ternir la liste. non, c'est vrai, tandis que Daniel Bryan, il a commencé avec une gimmick de Avec une nerd. gimmick, c'était une gimmick de c'est qui ce mec. Après c'était cette histoire avec Kane, que bon, c'était marrant, c'est clair, ça nous a divertis, mais c'était pas non plus ça qui allait être propulsé au sommet. Malgré tout, le public, il a quand même réagi de façon favorable, et ils se sont dit, merde, on est peut-être en train de passer quelque chose, va falloir peut-être potentiellement penser à en faire un gros nom. Et c'est là justement le problème. Je pense qu'à la base, ils avaient rien prévu, il n'y avait pas un plan vraiment... comment dire, c'était pas prévu sur le long terme. Non, ils ont été pris par surprise vu la réaction du public pendant l'équipe avec Kane, je pense. Et je pense vraiment que si c'était dit, bon, on va aller au bout de la rivalité avec Kane, que derrière, on va lui donner une ou deux belles rivalités, peut-être pas pour le titre, mais des trucs sur le long terme, pour voir comment ça se passe, et après, on va attendre qu'il y ait une période creuse pour le mettre, je sais pas, pour le titre de champion du monde, pas forcément titre champion de la WWE, on le met là 2-3 mois pour voir comment ça se passe, tandis que là, d'entrée, pouf, faut le mettre en haut, et je pense que c'est là... C'est un peu comme si t'es assis depuis longtemps, et si tu te relèves très très vite, bah t'as le vertige. Mais Et tu risques de te casser la gueule. je me demande quand même si les choses auraient été différentes s'il lui aurait laissé la ceinture la première fois qu'il l'a gagné au lieu de lui enlever le lendemain. Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense que ça a été pareil, ça n'a pas été vraiment réfléchi. Il avait la mallette, il fallait vraiment... comment dire il fallait lui faire dépenser le machin rapidement, et puis voilà. Donc, pour l'équipe Daniel Bryan, CM Punk, est-ce que tu penses qu'on a les chances d'avoir une équipe sur le long terme ou ça va être quelque chose pour un mois, après ça on n'en parlera plus? À mon avis, c'est un truc qui va pas durer très très, très longtemps. D'ailleurs, une chose bizarre, Kane il est revenu, il s'est vengé très rapidement de la Royal Family, et maintenant il leur donnait un tout autre rôle. Donc je pense qu'il faut pas donner trop d'importance non plus à cette rivalité entre CM Punk, Daniel Bryan et la Royal Family. Non, c'est vrai que c'est pas le long terme non plus. Avant, c'était pratiquement préparé. J'avais lu que c'était préparé pratiquement un an d'avance. Vince décidait les combats qu'il allait avoir au prochain WrestleMania. Après, les scripteurs devaient travailler en descendant jusqu'au mois d'avril de l'année en cours pour monter jusqu'au prochain WrestleMania. Tandis que là, on a l'impression parfois que c'est décidé de semaine en semaine, puis ils improvisent au fur et à mesure. Alors, si t'as l'occasion de voir la série des You Shoot ou Kayfabe Commentaries avec Jim Cornette, regarde, parce qu'il y en a une qui s'appelle... Je vais te la retrouver en même temps, je l'ai encore sur mon disque dur. Cette vidéo, elle est super parce que ça te permet de... tu vois une réalité un peu différente. Enfin, on se doute bien que ça se passe un peu comme ça, mais... Bon, enfin, je vais retrouver le nom, mais je vais t'expliquer un peu ce qu'il y a. C'est que Jim Cornette, il a rouvert les bouquins qu'il tenait à l'époque quand il était dans l'équipe créative. Et ben, tu vois que des fois, c'est déjà même en 96-97, ben, des fois, il y avait certains trucs qui étaient faits à l'arrache. Alors attends, ça s'appelle History of WWE, et c'est l'année... Ah, faut que je le retrouve. 97. Donc 97, t'as le fameux Survivor Series, t'as plein de choses. Les différentes fois où Bret Hart et Shawn Michaels se mettent sur la tête dans les coulisses, t'as pas mal de choses. Shawn Michaels qui perd son sourire, mais ça te permet de passer un bon moment. Mais si t'as l'occasion, fonce regarder ça parce que ça vaut son pesant d'or. Et tu vois que déjà à l'époque, même s'il y avait des choses qui étaient très prévues,
bah, avec le comportement de certains lutteurs, ils étaient des fois obligés, bah, la veille, voire même avant le début du show, de tout refaire, tout réorganiser. Est-ce que tu parlerais d'une certaine clique? Ouais, bah, il en parle dedans, mais ça me semble pas être aussi marqué que ce qu'on pourrait imaginer, on va dire. Ah, ok. Donc, pour revenir au combat, je verrais, on va dire Harper et Rowan, mais avec l'aide de Bray Wyatt. Bah, moi, c'est un peu ce que j'allais te dire aussi. Et je vois pas, malheureusement, je vois pas CM Punk et Daniel Bryan gagner. Actuellement, tous les deux sont dans aucune dynamique de victoire, donc je pense que c'est comme ça que ça va, ça va se goupiller. Surtout que l'important, ça serait de bien faire paraître la Wyatt Family, vu qu'ils sont encore assez récents, il faut l'avouer. Même si on commençait à faire quelques mois, c'est encore les petits nouveaux. Ouais. Donc, on pourrait passer au prochain combat, le championnat du monde, avec John Cena qui va faire son combat retour pour défendre sa ceinture contre Alberto Del Rio. Déjà, moi, ce que je peux dire, c'est que j'aime le fait que Alberto travaille le bras qui vient d'être opéré de John, comme ça fait une sorte de liaison entre la réalité et ce qu'on voit pendant l'histoire. Puis ça pourrait aussi donner l'impression aux gens que avec une blessure comme ça, John Cena va peut-être avoir plus de difficultés à combattre. Ouais, enfin, en même temps, Cena, on sait pas comment il a fait pour revenir aussi vite. Mais je me demande si la WWE aurait pas mis plus... aurait plus aggravé ce qu'il nous disait à propos de la blessure de John Cena, puis il était pas autant blessé qu'on nous laissait croire. Oui, et c'est possible aussi que, comment dire, Cena avait besoin de aller un mois de repos. Et oui, c'est très possible aussi. Ça, on sait pas vraiment. Mais je pense que ce qui a peut-être fait en sorte qu'il revienne aussi vite, c'est justement qu'ils ont vu que la sauce, elle prenait pas avec Daniel Bryan. Mais en même temps, ça prouve aussi une chose, c'est que la WWE, ça serait important qu'ils commencent à réfléchir à une prochaine grosse vedette pour prendre la relève, parce que John Cena, il sera pas toujours là. Mais il faut quand même penser au futur. Si ils sont pas capables de faire quelque chose avec une personne présentement dans le roster, ou soit qu'il va falloir qu'ils en montent un nouveau qu'ils vont trouver quelque part, ou soit qu'il va falloir qu'ils trouvent la perle rare qui va avoir le personnage qui pourrait changer tout. Comme Steve Austin au début, quand il a commencé, on n'aurait pas pensé qu'il aurait fait tout ce qu'il a réussi à faire à la fin des années 90. Mais après sa victoire du King of the Ring en 96, ça a commencé à monter graduellement. Donc... Ouais, enfin, moi personnellement, je te dis, je pense vraiment que c'est le fait que les indices d'écoute ils commençaient à chuter avec Daniel Bryan et qu'ils sont flippés, et comme Cena, visiblement, il n'était pas si blessé que ça, ils l'ont fait revenir bien vite. Ouais, surtout que si on parle d'une blessure qui demandait 6 mois de repos, revenir après 2 mois, ça serait quand même risqué s'il n'était pas totalement rétabli non plus. Ça serait dangereux. Carrément. Mais bon, ils savent ce qu'ils font, je pense. Ben, j'espère pour eux. Mais enfin, Cena garde la ceinture. Pour moi, c'est acté, c'est réglé. Il n'y a même pas à se poser la question. Donc, il va encore faire son retour à la Superman pendant le combat, d'après toi? Oh, bien sûr, mais ça, c'est... Il n'y a même pas à se poser la question là-dessus. Surtout si, je sais pas si t'as entendu parler, mais il y avait une rumeur qui voulait faire un combat champion du monde contre champion de la WWE à WrestleMania. Ouais, j'ai entendu parler, mais ça n'aurait pas de sens qu'il devrait, quelque part, pour que ce soit crédible, unifier les deux ceintures. Ben, peut-être pas unifié non plus. On pourrait avoir un peu une situation comme à WrestleMania 6 où le combat entre Ultimate Warrior et Hulk Hogan, c'était champion intercontinental contre champion du monde. La ceinture n'a pas été unifiée non plus. Ouais. Peut-être que la ceinture deviendrait vacante, puis on aurait besoin de tournoi après. Ouais. Enfin, ça me paraîtrait un peu étrange comme procédé. Surtout que maintenant, il n'y a pas que 2 shows. T'as quand même... Ah, zut! J'allais dire Velocity et Hit. Tu vois, pour dire un peu... On est retour dans le passé. Ah ouais, je vis dans le passé. Ouais. Enfin, donc, quelque part, je pense qu'il faut pas... je suis encore en train de rire ma connerie, c'est pour dire. Non, mais donc voilà, je pense que ça, c'est un truc qui n'arrivera pas, ou alors le match, il va se finir sur un draw. Ou par exemple, tu veux dire...
John Cena serait pas capable de continuer avec sa blessure, puis l'arbitre mettrait fin au combat. Puis comme il n'y aurait pas une victoire décisive, il conserverait quand même sa ceinture. Ouais, mais enfin, moi je pense vraiment que Cena il va gagner clean comme d'habitude et ça me paraît tellement logique. Je veux dire, Del Rio, combien de jours il a eu la ceinture en 2013? Mais quand même beaucoup, mais ça n'a pas fonctionné. Ah, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est ils l'ont fait un face turn qui était lamentable. C'était un peu un clone d'Eddie Guerrero, mais sans le fait que le public réagisse. Moi Oula. personnellement, je l'ai pris comme ça. Mais la seule réaction qu'il y avait, c'était des chants USA, puis c'était pas Ouais, logique non plus. ouais. Non mais voilà, comment dire, Del Rio, il est bon, c'est pas le problème. Mais ce qu'il y a, c'est le genre de, comment dire, de personnage qu'il faut jamais tourner en babyface, parce que ça mène à rien. Mais je dois t'avouer que j'hésite pour qui prendre, parce que d'un côté, je me dis que j'aimerais ça que Del Rio continue sur sa lancée, mais en même temps, il a tellement eu le dessus pendant les dernières semaines que ça me surprendrait qu'il puisse encore l'avoir au pay-per-view. Ouais, ouais. Enfin, moi, personnellement, je te dis, Cena, il gagne, et de toute façon, c'est le, comment dire, pour pas faire pleurer les petits qui seront dans le public, c'est comme ça que ça va se goupiller, mais quelque part, voilà, c'est la logique des dernières années, il faut s'y tenir. Ben, juste pour faire un peu différent, toi tu disais qu'il va gagner clean, mais moi je vais dire qu'il va gagner, mais avec une disqualification ou un arrêt de l'arbitre. Quelque chose Oh, qui va faire en sorte qu'il va conserver sa ceinture, mais sans gagner totalement. ouais, peut-être. Donc, le dernier combat, c'est pour le championnat de la WWE avec Randy Orton qui va défendre sa ceinture contre le Big Show. Alors là, c'est super, tu mets dans le main event 2 lutteurs que je ne peux pas sentir. Mais t'as pas trouvé ça bizarre que pendant qu'il était supposé être congédié, si on peut dire, lorsqu'il arrivait sur le ring, c'était avec sa musique? Si, Tu sais, c'est quoi? Est-ce que ouais. la WWE a tellement peur qu'on le reconnaisse pas qu'il doit faire jouer sa musique avec? Je sais pas. C'est un peu comme si on te vire, comment dire, d'une entreprise ou d'une salle de. Ah, encore mieux. T'es là pour aller voir un concert. Tu jettes, je sais pas, une bouteille sur le chanteur. Le vigile, il te fout dehors. Bah, c'est comme si tu reviens 5 minutes après que le vigile il voit ta tête, il dit allez c'est bon, passe. Allez, c'est bon. Allez, T'appuies c'est sur bon. reset, c'est correct, tu peux passer. Voilà. C'est en fait c'est un peu comme les vieilles cartouches et des fois il faut souffler dedans, comme les cartouches Oui. Nintendo. Non mais c'est n'importe quoi. Non, mais ça, Personne. je trouve étrange qu'ils sont toujours à jouer les musiques, même pour les interventions. Est-ce qu'on peut pas revenir un peu à une époque où la personne faisait que courir vers le ring pour attaquer sans musique? Bah quelque part c'était logique ce que ça voulait dire, c'était pas prévu. Tandis que là c'est que le mec il est tu vois près de la console d'enregistrement, il a le doigt qui est prêt à appuyer par exemple je sais pas sur la musique du Big Show. Le Big Show il arrive, tac il appuie. C'est débile. C'est Oui, débile. oui, que la musique et le Tatatron soient prêts pour le temps congédié. Je sais pas, mais Triple H, comme patron, il se Ou, laisse aller ou, pas mal. Ses employés peuvent avoir autant de liberté. ou à la limite, s'ils le font lutter dans un vrai match, bah pour le punir, qu'ils lui mettent pas sa musique. Tu vois, qu'il arrive et qu'il n'y a pas de titantron, pas de musique, pas de feu d'artifice, rien du tout. C'est tu viens, tu te démerdes. Voilà. Ouais. C'est quelque part peut-être pas une sorte, c'est pas vraiment une punition, mais bon, enfin. Non, mais c'est juste que c'est un peu trop. Ça paraît pas aussi logique que dans le passé. Ah, c'est pas ça, c'est qu'ils ont commis tellement d'erreurs déjà avec cette histoire de Triple H, il arrive et puis il prend le contrôle. Enfin, moi j'ai suivi 2 semaines. Après, comment dire, les segments, c'est avance rapide. Je peux plus. Mais je vais t'avouer, c'est un peu la même chose, mais un peu plus longtemps. Je dirais que pour le premier mois, son histoire de règne de McMahon Helmsley 2, parce qu'on l'a vu à la fin des années 90, je pense, 98-99. Mais ça m'intéressait, je voulais voir où que ça allait arriver, mais à la longue, moi aussi, ça finit par juste. Comment je Ah, peux dire ça? quelque part, c'est du réchauffé. Je veux dire, si t'avais McMahon, Hemsley, c'est parce qu'en face, t'avais Austin. Donc, si tu remets ça dans le contexte de maintenant, tout à l'heure, je te disais, on peut pas comparer, je sais pas, Austin, Le Rock et Daniel Bryan.
Ben là, en fait, l'erreur qu'ils ont fait, c'est que d'entrée, ils t'ont mis ça comme référence. Donc Austin, McMahon. Mhm. Puis ils ont dit, mais maintenant, ça va être lui à la place. Tu vois, Austin, il est plus là. À la place d'un chauve avec un bouc, on te met un chevelu avec un bouc. Mais je sais, C'est pas parce que tu prends d'un point A pour le mettre à un point B que ça a du sens. c'est comme si, mettons, pour faire une comparaison entre avant et maintenant, c'est comme si à l'époque, dans son histoire de quand il est au pouvoir, Triple H, il s'en serait pris à Al Snow. Ça n'aurait eu aucun intérêt. Donc aujourd'hui, même si Daniel Bryan, c'est un gros nom, il est pas peut-être pas assez, moi je peux dire assez gros, assez en haut de la carte pour avoir un impact suffisamment important. Bah oui. Puis là aussi, comment dire, le combat post Daniel Bryan, ils te mettent le Big Show. Et pourquoi faire? S'il est censé être viré, tu le laisses de côté quelques temps. Mais là, il a été réengagé il y a à peu près 2 semaines, mais encore là. Là, on parlait encore tout à l'heure de choses qui sont préparées à la va-vite. Quelque part là, c'est à la base, il n'avait aucun plan. Non, mais surtout, même son réengagement, il avait l'air précipité parce qu'il manquait de temps de diffusion. Donc, tout semblait encore à la presse. Donc, au final, là, c'est plus difficile de s'intéresser qu'à tout à l'heure de se faire vite, 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 on se dépêche. Ouais, enfin, moi personnellement, je trouve cette histoire un peu. Comment dire? C'est même pas tiré par les cheveux, c'est parti dans tellement de sens différents que tu sais même pas où ça va te mener. Je veux dire, tu reprends à l'envers la feud légendaire, je veux dire, Austin et Vince McMahon, tu savais que quelque part, ça allait forcément te mener quelque part. Tandis que là, ça a mené à quoi? Daniel Bryan, il est revenu au milieu de carte. Randy Orton, qui devait être un champion de transition le temps de former Bryan, bah, il est toujours là avec la ceinture. Pourquoi, tu sais pas. Le Big Show, qui était censé être viré, là encore une fois, est-ce que ça avait vraiment du sens de le faire virer dans l'histoire? Pas vraiment, Non. parce que c'est quelque part c'est un élément qui est venu s'imbriquer. C'est un peu comme si tu joues au Lego, tu construis une maison, mais au-dessus de la maison, tu veux caser un vaisseau spatial. C'est un peu ça. Ils ont empilé tellement de choses les unes sur les autres, bah, qu'à force, ça veut plus rien dire. Mais déjà, on entend dire qu'ils ont fait un reset de leur histoire, comme on n'a plus Curtis Axel et Ryback aux côtés de Paul Heyman, puis il n'y a pas vraiment eu d'explication de donner pour ça. C'est la même chose avec Daniel Bryan. Il est parti des combats de main event pour retomber au milieu de carte pratiquement instantanément. Il est passé de la rivalité avec Triple H à une rivalité avec les Wyatt, encore là, du jour au lendemain sans explication. Donc, au final, en tant qu'auditeur, on finit par plus savoir quoi penser des histoires s'ils terminent même pas qu'elles ont commencé avant de commencer quelque chose de nouveau. Pourquoi s'intéresser dans ce temps-là? Ouais, enfin, moi, puis même à la limite, il y a quand même une erreur de casting de mettre le Big Show face à Orton. Je sais pas. Non, normalement, sur le papier, tu vends pas un main event de pay-per-view comme ça. Ou alors, comment dire, ce sera un bon main event pour SmackDown. Oui. Voilà. Donc, je pense que. Donc, allez, mon prédiction, Orton va garder la ceinture parce que de toute façon, ils ne savent pas quoi faire pour le moment. Et c'est pas, à mon avis, dimanche qu'ils vont savoir quoi faire. Mais déjà, on sait que le Shield a plus l'air d'écouter vraiment Randy Orton. Ils sont aux ordres de Triple H. Donc, est-ce que Triple H va les envoyer pour aider Randy Orton ou Randy Orton va plutôt se sauver parce qu'il sera pas capable de se défendre contre le Big Show? Ouais. Parce que déjà, ça va être le premier combat entre eux. J'imagine qu'on va encore l'avoir pour le mois prochain en décembre. Donc, je me dis que peut-être Randy Orton va essayer de faire ce qu'il peut pour gagner, mais il sera pas capable d'avoir le dessus sur le Big Show, puis il va finir par abandonner, puis il va se sauver en courant pour un décompte à l'extérieur. Donc, le Big Show gagnerait. Ouais, mais il gagnerait rien du tout. Ouais, c'est rien du tout, mais ça donnerait une raison pour un combat retour le mois prochain. Ah, Oui. c'est pourquoi je dis ça, parce que le pire, c'est que je sens que ça va arriver. Je sens que ça va arriver, c'est ça le pire. On va le savoir dans 4 jours, mais je serais surpris qu'on aurait un gagnant définitif immédiatement.
Enfin, moi, honnêtement, ça fait déjà 4 ou 5 ans où je vois pas vraiment ce pay-per-view comme étant un gros pay-per-view. Non, c'est dommage parce que c'est justement, comme tu disais, un des plus gros, ça a été le deuxième pay-per-view qui a été instauré après WrestleMania. Donc, Bah ouais, quelque part, c'est un peu... Les traditions se perdent. Bah, il n'y a pas que les traditions, il y a aussi les coups de pied aux fesses, je pense, parce que pour oser nous booker des combats comme ça, je pense qu'il faut vraiment prendre les fans pour des vaches à lait. Mais est-ce que tu penses qu'on devrait avoir la chance d'avoir un ou deux combats supplémentaires ajoutés à la carte d'ici dimanche? Ou c'est définitif? À mon avis, ils vont en rajouter un. Au moins un. Mais quoi? Ça, c'est une question qu'elle est bonne, mais ils vont en rajouter un, ça c'est sûr. Personnellement, j'espère que ça va être un combat éliminatoire. Allez, je pense... Allez, Biggie Langston, il est pas là. Allez, fort à parier qu'ils vont rajouter un match avec lui. Ben déjà, Fandango sera pas là. Biggie, tu viens de dire, il est pas là. Santino, il est pas là. Ryback, pas là non plus. Non, Curtis Axel. Donc, bon... Il y aurait de la place pour faire un autre combat 5 contre 5. Ben, quelque part, là, ça fait 5 matchs. Ouais, carrément, ouais. Ça serait bien. Même s'il n'y a pas vraiment de but, quelque part, tu serais dans la tradition. Non, mais déjà, les combats sur Survivor Series, c'est pas nécessairement fait non plus pour avoir automatiquement du sens. Il peut y avoir des lutteurs qui sont à rivalité dans des équipes opposées pendant le combat, mais c'est pas obligatoire que ce soit uniquement pour continuer les rivalités non plus. Ouais. Enfin là, c'est pareil, hein, s'ils rajoutent un match, ce sera une rivalité qui sera montée sur une journée ou sur une heure. Oui, mais c'est rendu la mode présentement. Avant, on avait peut-être un combat qui était annoncé 3 semaines, un mois d'avance pour le pay-per-view. Là, on pouvait l'attendre avec impatience, mais aujourd'hui, les combats peuvent être annoncés 2 jours avant le pay-per-view. On serait supposé d'avoir le même intérêt que si ça avait été annoncé longtemps avant. Ça, c'est clair. Mais ça marche pas c'est comme clair. Ça. Bah oui, malheureusement. Donc, oui. Et oui, ma bonne dame, il n'y a plus de saison. Tout fout le camp. Donc, on a fait le tour pour les prédictions. Donc, qui a raison, qui a tort, on va le savoir très bientôt. Moi, tu vas gagner comme d'habitude. Oh, je suis pas certain de mes choix non plus. Je suis plus le malchanceux d'habitude dans les prédictions. Ouais. C'est ça. Donc, on va se reprendre très bientôt. Donc, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. À la prochaine, salut.